Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième session d'apprentissage sur le FreeCodeCamp. Donc on en est au basique du CSS. Et donc on va voir comment importer une fonte Google. Donc les Google Fonts, c'est une librairie gratuite de fontes web qui peuvent être utilisées dans le CSS. Donc on va apprendre à importer des fonts de Google. Donc les fonts de Google, c'est ça. Donc, il suffit de choisir la fonte qu'on souhaite. Par exemple, voilà. Et après, on peut importer la fonte dans sa page HTML avec la balise link. Donc c'est ce qu'ils font là. Donc ils utilisent la police lobster. Et on peut enchaîner les différents types de fontes. Ok, donc nous, on va créer un font family comme reg CSS. Ok. Donc un font family comme reg CSS qui utilise la fonte lobster et qui s'assure que ce sera appliqué à l'élément H2. Donc on veut l'appliquer à l'élément H2. On crée le font family. On appelle lobster. Et là, le problème, c'est que la fonte est pas chargée. Donc on va ajouter ce lien. En haut du code, avant la balise World Style. Voilà. Bing. Et là, on voit que la fonte du titre a changé. J'ai oublié une chose importante, c'est de mettre mon petit Pomodoro. Et donc c'est parti. Alors là, spécifier une fonte. Quand la fonte doit se dégrader, donc plutôt si jamais la fonte que l'on souhaite n'est pas chargée correctement, définir une fonte par défaut qui va s'appliquer. Et donc il existe des fontes génériques, monospace, serif, sans serif. Donc pour ça, on enchaîne les fontes. On lui dit d'appliquer Helvetica, et sinon, si ça n'existe pas sur le système, sans serif. Donc pour commencer à appliquer monospace sur l'élément H2,
lobster et monospace si jamais lobster n'est pas chargé. Donc sur l'élément H2, on a lobster et monospace. Maintenant on va commenter lobster. Donc on va commenter cette partie-là. Alors, tac. Est-ce qu'il change la fonte? Ok, la note, si jamais lobster est installé sur l'ordinateur, on ne verra pas la dégradation. En monospace, parce que le navigateur va trouver la fonte localement. Ok. Alors, redimensionner les images avec la propriété width en pixels. Créer une classe CSS largeur image qui donne à l'élément image une taille de 500 pixels. Ok. Maintenant, créer une classe smaller image et utilisable pour dimensionner l'image pour qu'elle fasse 100 pixels. Ok. Donc, on va créer une classe smaller image avec une largeur de 100 pixels. Alors après, l'image se resize pas parce que là il n'y a pas la classe. Donc dans l'image, on rajoute classe égale smaller image. Donc la photo est redimensionnée, 100 pixels de large. Ajouter une bordure à un élément. Donc, des propriétés style, color et width pour la largeur. Donc on peut créer une bordure de couleur rouge, 5 pixels et de type solide. Ok. Créer une classe appelée thick green border. Donc, je vais ajouter à la fin. Il faut une bordure de 10 pixels de large, type solide, verte. Ok. Donc, border color green, border white 10 pixels, border style solide. Oups. Et maintenant, appliquez la classe à la photo du chat. Rappelez-vous que vous pouvez mettre plusieurs classes dans l'élément classe.
Donc, je prends ma classe qui est là, et donc on les sépare par un espace. Hop, et voilà, une belle bordure verte. Ensuite, ajouter un coin arrondi avec border radius. Donc il y a une propriété border radius. Donc on va rajouter un border radius de 10 pixels. Donc on peut ajouter border radius soit dans la classe SigGreenBorder ou SmallerImage. Comme la bordure on l'a définie dans cette classe-là, on va continuer border radius. Et donc on va mettre 10 pixels. Et on a fait une bordure arrondie. Ok. On peut aussi ajouter un border radius en pourcentage. 50%, ça fait un cercle. 80. Ok, intéressant. Donc 50%. Ajouter un background color à l'élément div. On utilise la propriété background color de l'élément div. Donc on crée une classe green background, background color green. Maintenant on va créer une classe silver background. Ok. Je vais la mettre là. Background color. Je mets silver. Assigner la classe à l'élément div. Donc le div il est où? Il est là. Donc on lui met une classe. Ok. C'est devenu gris. Donc définir l'ID d'un élément. Donc en plus des classes, chaque élément HTML peut être associé à un ID. Il y a plusieurs intérêts à mettre un ID. On peut utiliser ID pour styliser l'élément. Mais on peut aussi l'utiliser pour le sélectionner et modifier cet élément avec du JavaScript. Donc un attribut, l'attribut ID, la valeur que l'on met dans l'ID doit être unique. Justement pour pouvoir faire cette sélection. Et le navigateur ne l'impose pas. Mais ça fait partie des bonnes pratiques. Ok, donc H2. Ok, donc maintenant, donner à l'élément forme l'ID 4 photoformes, donc on va faire ça. Alors l'élément forme, il est là. Donc on va lui jeter l'ID 4 photoformes, tac. Donc ça change rien à l'affichage. Donc utiliser l'ID pour donner du style à un élément.
Donc l'ID a une importance, a plus d'importance que la classe. Si deux éléments qui s'appliquent au même élément sont en conflit, c'est le style associé à l'ID qui sera appliqué. Donc, pour donner un ID, définir un ID en CSS, on remarque qu'on utilise le dollar, le dièse, et une classe avec un point. Ok. Donc, donner un ID au formulaire, 4 formes, 4 photoformes, avec un fond vert. Donc le 4 photoformes, on l'a déjà fait. Maintenant, il reste plus qu'à définir cet ID en termes de style. Et donc, ça va être background color vert, green. Ok. Maintenant, on va ajuster le padding d'un élément. Ok, on laisse de côté donc la 4 photo app. Les éléments HTML sont essentiellement des rectangles, des petits rectangles. Il y a 3 propriétés qui contrôlent l'espace autour de chaque élément, ce qu'on appelle le padding, le margin et le border. L'élément padding contrôle la quantité d'espace entre le contenu qui est dans cet élément et sa bordure. Donc c'est l'espace entre ce contenu et la bordure qui se trouve là, là, en bas, à droite et à gauche. Donc on regarde que dans la blue box, la boîte bleue a moins d'espace en haut et en bas que la boîte jaune. La boîte rouge. Wow. Si on augmente le padding dans la boîte bleue, je sais pas, par exemple, passons-le à 30, ça augmente l'espace. Si on le met en 20, on est comme dans la boîte rouge. Si on revient à 10, on est comme initialement. Donc changer le padding de la boîte bleue pour qu'il fasse celui de la boîte rouge. Donc la boîte rouge c'est 20, donc la boîte bleue est identique. Alors ensuite, ajuster la margin d'un élément. Donc margin c'est ça contrôle l'espace entre la bordure et l'extérieur. Donc ça c'est notre élément. Padding c'est la marge interne. Margin c'est la marge externe. Donc la blue box, la red box sont à l'intérieur de la yellow box, la boîte jaune. Ok, donc changer le margin de la blue box pour la faire correspondre à la marge de la red box. Donc red box, son margin c'est 20, blue box son margin c'est 10, on met le même. Comme ça, on a bien aligné
les 2 boîtes. Ah, une marge négative. Donc si on met une marge négative, l'élément va devenir plus large. Donc, Redbox à moins 15. Ok. Changer le margin de la blue box à moins 15. Comme ça, il remplit entièrement la surface. Longueur. En fait, on va voir. J'imagine qu'on va avoir la blue box en bas. Oups. Voilà. Ajouter différents paddings à chaque face de l'élément. Donc on peut régler le padding en haut, à droite, en bas, à gauche. Donc dans la boîte bleue, mettre un padding de 40 pixels en haut et à gauche, et de 20 pixels en bas et à droite. Ok. Donc on va prendre le padding de la boîte rouge, on va le mettre dans le padding de la boîte bleue. Et ensuite, il a dit en haut et à gauche 40, en haut à gauche 40, en bas et à droite 20. Donc en fait, c'est le même padding que la boîte rouge. Ajouter des marges sur chaque côté de l'élément. Donc pareil, on peut contrôler la marge haute, droite, basse, gauche. Dans la boîte bleue, mettre des marges de 40 pixels en haut et à gauche, des marges de 20 pixels en bas et à droite. Donc en fait, on reprend les marges de la boîte rouge, qui sont déjà celles demandées, et on voit que la boîte bleue s'aligne sur la boîte rouge. Alors, utiliser la notation dans le sens des aiguilles d'une montre pour spécifier le padding d'un élément, marge interne. Au lieu de spécifier chaque propriété, padding top, padding right, padding bottom, padding left, on peut aussi spécifier l'ensemble des valeurs dans une seule ligne. Ces 4 éléments fonctionnent donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et première valeur c'est top, droite, bas, gauche. Ok, donc utiliser la notation dans le sens des aiguilles d'une montre pour la classe Blue Box avec un padding de 40 en haut, à gauche, 20 en bas, à droite. Donc 40 en haut et à gauche. Et 20 en bas, right et bottom.
Donc même chose avec l'élément margin, enfin l'attribut margin. Donc toujours haut, droite, bas, gauche. Donc dans la classe Bluebox, on rajoute margin avec 40 pixels en haut, droite, bas, gauche. Alors utiliser des sélecteurs d'attributs. Donc on peut mettre des styles avec les ID, avec les classes. Euh, on va utiliser le style avec un attribut type radio, 20 pix, 0 pix, 20 pix, 0 pix. Ok. Utiliser l'attribut type pour les checkbox. Donc, type égale checkbox. Et on met un margin de 10. Valeur absolue contre valeur relative. Donc pixel, c'est un type d'unité de longueur qui explique quelle est la taille ou l'espace d'un élément. Il y a d'autres éléments d'unité comme le inch, le millimètre, qui sont des unités absolues. Il y a aussi des unités relatives comme le EM ou REM, relatives à d'autres valeurs de longueur. Par exemple, EM est basé sur la taille de l'élément fonte. Si vous utilisez... je vais finir l'exercice. Si vous utilisez la font size avec une unité EM, elle est relative à la font size, à la taille de la fonte de l'élément parent. Il y a également des unités relatives qui dépendent de la taille du viewport. Et ça, on le verra plus tard. Donc, ajouter un padding dans la classe Redbox avec 1.5 EM. Donc, si je mets pixel, si je mets 5 pixels ou un léger, c'est un très gros.
Voilà, on va s'arrêter là. Et on prendra dans une prochaine vidéo. On a bien lancé le cours sur le CSS. On devrait terminer dans une ou deux sessions. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.